Au cœur du XXe siècle, une rivalité emblématique connue sous le nom de course à l'espace s'est déployée entre les États-Unis et l'Union soviétique, puissance de la guerre froide. Ce duel, né de la compétition nucléaire post-Seconde Guerre mondiale, s'est transformé en une bataille épique pour la suprématie lunaire, symbolisant le pouvoir et l'idéologie de l'époque. Les avancées spatiales, des satellites artificiels au vol lunaire historique, sont devenues vitales pour la sécurité nationale et la fierté de chaque pays. L'intérêt pour le cosmos s'est intensifié en 1951, avec des publications dans des magazines pour jeunes soviétiques et américains. La course a officiellement commencé le 30 juillet 1955, avec l'annonce américaine de lancer des satellites pendant l'année géophysique internationale, provoquant une réponse immédiate de l'Union soviétique. Le jalon du Spoutnik 1 en 1957 et le voyage orbital de Youri Gagarin en 1961 ont marqué les premières victoires soviétiques. La réponse des États-Unis, stimulée par le président John Fitzgerald Kennedy le 25 mai 1961, fut un engagement audacieux. Atterrir un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Cette promesse s'est matérialisée avec le vol triomphal d'Apollo 11 en juillet 1969. Un moment que de nombreux Américains voyaient comme l'apogée et la conclusion de la course à l'espace. Cependant, ce point de vue est discuté mondialement, avec des arguments selon lesquels l'Union soviétique a prévalu dans d'autres aspects de l'exploration spatiale. La fin de la course à l'espace a été symbolisée par la collaboration du projet de test Apollo-Soyouz en 1975, marquant le début d'une ère de coopération spatiale. La dissolution de l'Union soviétique a ouvert la voie à de nouvelles alliances, culminant dans les programmes Navette Mir et la Station spatiale internationale dans les années 90, transformant la compétition en collaboration et clôturant un chapitre fascinant de l'histoire humaine. Dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, les États-Unis et l'Union soviétique se sont immergés dans le développement de mini-fusées à carburant liquide. Mais c'était la création de Werner von Braun, l'agrégat 4, transformé en la Vergeltungswaffe 2 par l'Allemagne nazie, qui a catapulté les rêves de guerre vers le cosmos. Dans l'après-guerre, tant les États-Unis que l'Union soviétique ont absorbé ces connaissances, forgeant leur propre destin dans la course spatiale. En octobre 1951, Mikhail Tikhonavov, un ingénieur soviétique, a allumé la ferveur publique pour l'espace avec vol vers la Lune, promettant la réalisation du rêve de Konstantin Tsiolkovsky dans un avenir proche. Cette passion a été ravivée aux États-Unis avec la série de Colliers. L'homme conquérira bientôt l'espace et a atteint son apogée avec l'épisode animé Homme dans l'espace de Disneyland, capturant l'imagination de 40 millions, enflammant l'intérêt gouvernemental dans les deux superpuissances. Développement des fusées. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde s'est plongé dans l'atmosphère glacée de la guerre froide. De 1947 à 1991, cette ère d'espionnage et de rivalité idéologique a divisé l'Europe en deux. Le bloc occidental, dirigé par les États-Unis, et les États satellites de l'Union soviétique. Sur cette toile de tension et de suspense, est née une course aux armements et spatiale qui définirait le cours de l'histoire. Au cœur de l'Union soviétique, un fervor révolutionnaire propulsait le développement des fusées. Sous la direction de Nikolaï Tikhomirov, le laboratoire de dynamique des gaz, créé en 1921, s'est plongé dans les secrets des fusées à carburant solide. En 1928, ils ont réussi un jalon historique, le premier test réussi d'une fusée de ce type. La décennie des années 1930 a été témoin d'une renaissance dans la technologie des fusées, culminant avec le lancement du Gyerd-X en 1933, le premier fusée soviétique à carburant liquide, marquant le début d'une ère d'innovation audacieuse. La victoire alliée dans la guerre a ouvert un portail de connaissances pour l'Union soviétique. Absorbant la sagesse des scientifiques et ingénieurs allemands, Sergei Korolev a dirigé le développement du R-1 en 1950, un missile qui a marqué un tournant dans la course spatiale. Cette avancée a été suivie par le plus puissant R-2 et le R-5 Pobeda, surpassant leurs prédécesseurs en portée et en capacité, et démontrant la prouesse technologique soviétique. L'apogée de ce voyage technologique est arrivé avec le R-7 Semyorka en 1953, un géant capable de transporter une ogive nucléaire à des distances intercontinentales. Le 21 août 1957, le R-7 s'est élevé, devenant le premier missile balistique intercontinental, un moment monumental ouvrant la voie à l'espace. Seulement 2 mois plus tard, le même missile a porté le Spoutnik 1, le premier satellite artificiel en orbite terrestre, inaugurant une nouvelle ère spatiale et cimentant le R-7
comme le précurseur des lanceurs spatiaux les plus fiables et légendaires du monde. En 1955, avec les États-Unis et l'Union soviétique développant des missiles balistiques pour les lancements spatiaux, une compétition nationaliste a commencé. James Clarence Haggerty a annoncé les plans américains de lancer des satellites pour l'année géophysique internationale, tandis que le scientifique Leonid Ivanovich Sedov a révélé les ambitions soviétiques similaires, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Plans spatiaux. Le 30 août 1955, Sergueï Korolev, un visionnaire de l'astronautique soviétique, a marqué le début de la course à l'espace en persuadant l'Académie des sciences soviétiques de créer une commission destinée à surpasser les États-Unis dans la teinte de l'orbite terrestre. C'était la naissance d'une ère enveloppée dans le secret le plus strict, avec le Conseil des ministres de l'Union soviétique priorisant le programme spatial comme une question de sécurité nationale. L'approbation du projet Spoutnik signifiait un jeu d'ombre et de silence, où l'agence télégraphique de l'Union soviétique établissait les précédents pour toutes les annonces officielles, cachant des détails cruciaux sur la construction et les buts du satellite. Ce manteau de mystère ne cherchait pas seulement à protéger les informations classifiées, mais aussi à construire une barrière énigmatique entre le programme spatial et la population soviétique. Les détails des missions, les noms des cosmonautes et les spécifications techniques étaient maintenus secrets jusqu'à leur réalisation. Les observateurs extérieurs ignoraient l'ampleur du programme, à l'exception des premières sondes vers la Lune et Vénus. Dominant ce scénario, le programme spatial soviétique, dirigé par l'OKB-1 de Korolev et subordonné au ministère de la Construction de Machines Générales, maintenait un contrôle strict sur l'information. Publiquement, le programme spatial soviétique semblait infaillible. James Andrews, historien, note que presque tous les rapports sur les exploits spatiaux soviétiques omettaient toute défaillance ou problème. Comme Dominique Phelan écrit dans Cold War Space Sleuths, l'Union soviétique, décrite par Winston Churchill comme « une énigme enveloppée dans un mystère à l'intérieur d'une énigme », a reflété cette énigme dans la quête de la vérité derrière son programme spatial pendant la guerre froide, caché derrière un rideau spatial qui nécessitait des efforts extraordinaires pour être dévoilé. Le président américain, Dwight Eisenhower, immergé dans les tensions de la guerre froide, a fait face à un dilemme crucial avec le lancement de satellites. Il craignait que le survol de nations à plus de 100 km d'altitude puisse être interprété comme une violation de l'espace aérien, provoquant des accusations soviétiques d'incursion illégale et un désastre propagandiste. Cherchant à établir le principe que la souveraineté aérienne ne s'étendait pas au-delà de la ligne Kármán, une frontière imaginaire à une altitude de 100 km, 62 miles, au-dessus du niveau de la mer. Utilisé pour définir la frontière entre l'aéronautique et l'astronautique, Eisenhower a opté pour les lancements de l'année géophysique internationale de 1957 à 1958 pour ancrer cette norme dans le droit international. Évitant d'être qualifié de belliciste, il a choisi le Vanguard, un fusée de recherche du laboratoire de recherche navale, sur le fusée militaire Jupiter-C de Werner von Braun. Le 20 septembre 1956, bien que l'équipe de von Braun ait démontré sa capacité avec un lancement du Jupiter-C, il a été relégué à un test suborbital, reflétant la prudence d'Eisenhower à l'aube de l'ère spatiale. En 1956, Sergueï Korolev, le principal ingénieur en fusée et architecte du programme spatial soviétique, s'est retrouvé pris dans un complot de désinformation et d'espionnage. Lui et ses collègues soviétiques croyaient à tort que le fusée Jupiter-C, développé par l'équipe de Werner von Braun aux États-Unis, avait échoué dans sa tentative de lancer un satellite. En réalité, le Jupiter-C avait réalisé avec succès un vol d'essai suborbital, mais il n'avait pas été utilisé pour lancer un satellite à ce moment-là. Ce malentendu a conduit Korolev à accélérer ses plans spatiaux pour devancer les États-Unis. Avec l'imposant fusée R-7 à sa disposition, Korolev a conçu l'ambitieux objet D, dépassant en envergure les satellites américains. Ce colosse, chargé de technologies avancées, était destiné à révéler les secrets de la Terre depuis l'espace. Cependant, confronté à des défis techniques, Korolev a dû simplifier ses ambitions, créant le Prosteichi Sputnik, PS1, un projet plus modeste qui reportait le rêve de l'objet D. Le PS1, une sphère métallique modeste, a marqué l'aube d'une nouvelle ère. Son lancement, propulsé par les succès du R-7 et la compétition avec les États-Unis, a été audacieusement avancé à octobre 1957. Depuis le Kazakhstan, le Spoutnik s'est élevé dans le cosmos, émettant des bips iconiques qui ont capturé l'imagination mondiale. Cette prouesse, initialement célébrée en secret, a résonné avec étonnement et admiration dans le monde entier lorsqu'elle a été détectée au-dessus de Tyuratam,
redéfinissant les possibilités humaines dans l'immense et mystérieux univers. En 1956, l'Union soviétique a ébloui le monde avec le lancement du Sputnik 2, un prodige de plus de 500 kg qui témoignait de sa suprématie en technologie des fusées. L'Agence centrale de renseignement, déconcertée, a largement surestimé le lancement, alors qu'en réalité, les Soviétiques avaient réalisé une avancée significative avec une conception plus efficace, basée en partie sur les idées du scientifique allemand Helmut Grötrup. Ce succès soviétique a déclenché des alarmes aux États-Unis. Bernard Baruch, dans sa lettre ouverte, a illustré de manière vivante la préoccupation américaine. Alors que nous nous concentrons sur le terrestre, l'Union soviétique se lance dans le cosmos. La réponse de Dwight Eisenhower a été d'accélérer le projet Vanguard, mais l'échec de son lancement en décembre 1957 est devenu un sujet de moquerie mondiale, avec des surnoms tels que Flopnik et Kaputnik, soulignant la tension et la peur dans la course à l'espace. Finalement, la détermination américaine a porté ses fruits. Le 31 janvier 1958, Werner von Braun et son équipe, dans un déploiement d'ingéniosité et de persévérance, ont lancé avec succès l'Explorer 1, un satellite qui a non seulement marqué un jalon pour les États-Unis, mais a également découvert le ceinture de radiation de Van Allen, ouvrant de nouvelles portes à la connaissance spatiale. La supériorité spatiale soviétique a poussé Eisenhower à un acte transformateur, proposer la création de la NASA. Cette décision, qui a abouti à la formation de la NASA et à l'établissement du centre spatial George Charles Marshall, n'était pas seulement une étape cruciale dans la course à l'espace, mais symbolisait aussi la naissance d'une nouvelle ère d'exploration et de découverte, pavant la voie à de futurs exploits et défiant les limites du possible. En 1958, Sergei Korolev, le visionnaire derrière l'ambitieux programme lunaire soviétique, a amélioré le fusée R-7 pour transporter des charges de 400 kg sur la Lune. Les 3 premières tentatives de lancer des sondes impactrices de la classe Luna I-1 ont échoué en secret. Cependant, la 4e tentative, Luna 1, a décollé avec succès en janvier 1959, bien qu'elle n'ait pas atteint son objectif lunaire. La persévérance a réussi lorsque Luna 2 a impacté la Lune le 14 septembre 1959, et ensuite Luna 3 a capturé des images de la face cachée lunaire en octobre de la même année. Le programme Luna a combiné succès et échec, incluant des impacteurs, des orbiteurs, des rovers et des missions de retour d'échantillons, révélant les secrets de notre satellite naturel. Simultanément, les États-Unis ont commencé leur incursion lunaire avec le programme Pioneer en 1958. Malgré les échecs initiaux, Pioneer 4 a réussi un survol lunaire en 1959. La NASA a lancé le programme Ranger en 1959. Malgré les échecs initiaux, Ranger 4 est devenue en 1962 la première sonde spatiale américaine à atteindre la Lune. Le succès définitif est arrivé avec Ranger 7 en 1964, marquant un jalon dans l'exploration lunaire. Les programmes Surveyor et Lunar Orbiter, avec des atterrissages en douceur et des orbites réussies entre 1966 et 1967, ont consolidé l'avancée des États-Unis dans la course lunaire, démontrant ingéniosité et résilience dans une ère de rivalité et d'innovation. Premiers êtres vivants dans l'espace. Dans les premières étapes de l'exploration spatiale, les États-Unis et l'Union soviétique ont utilisé des animaux pour tester la sécurité de l'environnement spatial. En 1949, le premier mammifère dans l'espace fut Albert II, un singe rhésus lancé par les États-Unis, dont le voyage s'est terminé tragiquement à cause d'une défaillance du parachute. L'Union soviétique, utilisant des chiens, a envoyé Laika en orbite à bord du Sputnik 2 en 1957. Malgré l'intention d'un vol de 10 jours, Laika est décédée à la 4e orbite. Un dénouement qui a généré des remords chez le scientifique soviétique Oleg Gazenko des années plus tard. Dans un tournant vers des missions plus réussies, les chiens Belka et Strelka sont revenus sains de l'orbite en 1960 dans le Sputnik 5. Les États-Unis ont suivi avec le lancement de Ham, un chimpanzé, dans un vol suborbital du Mercury Redstone 2 en 1961, et Enos dans le Mercury Atlas 5. Bien que la mission d'Enos ait été écourtée en raison de problèmes techniques, elle a marqué un jalon important dans la préparation aux vols spatiaux humains. Ces premiers voyageurs spatiaux non humains ont joué un rôle crucial dans l'histoire de la course à l'espace, pavant la voie à de futures missions habitées. Aux aurores de l'ère spatiale, l'Union soviétique, sous un voile de mystère, a conçu sa première capsule spatiale pour êtres humains, utilisant la même structure que ses satellites espions Zénith.
Cette ingéniosité, un secret jalousement gardé jusqu'à la conclusion du programme Vostok, se composait d'un module de descente sphérique avec une masse de 2 tonnes 460 kg et un diamètre de 2 mètres 30 cm. À l'intérieur, une cabine cylindrique abritait le cosmonaute, les instruments et un système d'évacuation. À cela s'ajoutait un module d'instruments biconique, transportant le système de propulsion et de carburant. Après la rentrée dans l'atmosphère, le cosmonaute s'éjectait sur le sol soviétique à 7000 mètres d'altitude, descendant en parachute, tandis que la capsule atterrissait à part, vu la violence de son impact, à environ 370 mètres par seconde. Le vaisseau Vostok a été exposé pour la première fois lors de l'exposition aérienne de Tuchino en juillet 1961, monté sur la 3e étape de son véhicule lanceur, avec une section de queue ajoutée pour confondre les observateurs occidentaux. Le 12 avril 1961, Youri Gagarin, à bord du Vostok 1, a marqué un jalon historique en devenant la première personne à orbiter la Terre. L'Union soviétique l'a proclamé cosmonaute, un terme dérivé du russe et du grec signifiant marin de l'univers. Le vol de Gagarine, réalisé en mode automatique, fut une prouesse technique et humaine, entourée d'incertitudes médicales quant aux effets de l'apesanteur. Gagarine, porteur d'une enveloppe avec un code pour le contrôle manuel en cas d'urgence, est émergé comme un héros national et une figure de célébrité mondiale, inspirant la commémoration du 12 avril comme le jour de la cosmonautique, reconnu internationalement comme le jour du vol spatial humain. L'élan soviétique dans la course à l'espace s'est poursuivi avec des lancements pionniers comme celui de Vostok 3 et Vostok 4 en 1962, qui ont réussi à s'approcher en orbite à 6,5 km. Ces vols, malgré l'absence de fusées de manœuvre, ont démontré la capacité soviétique pour des opérations spatiales complexes. L'exploit a été suivi par Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace, lancée dans le Vostok 6 le 16 juin 1963. Tereshkova, une parachutiste professionnelle et membre d'un groupe sélect de femmes, représentait à la fois une expérience médicale et un symbole de l'égalité des sexes dans la course à l'espace. 5 mois après son vol historique, Tereshkova a épousé Andrian Nikolaev, cosmonaute du Vostok 3, consolidant son héritage dans l'histoire de l'exploration spatiale. Pendant ce temps, la National Aeronautics and Space Administration des États-Unis n'a pas incorporé de femmes astronautes avant 1978. Parmi elles, Sally Ride fut la première américaine à voyager dans l'espace en juin 1983. La National Aeronautics and Space Administration a inclus des femmes spécialistes dans des missions dans des classes successives et, à partir de 1990, des pilotes. Eileen Collins s'est distinguée comme la première pilote et plus tard commandante féminine d'une navette spatiale. Du côté soviétique, Svetlana Savitskaya est devenue la première femme pilote cosmonaute en 1980. En outre, l'Union soviétique a développé Mir, la première station spatiale modulaire en orbite basse terrestre, de 1986 à 1996, établissant de nouveaux records en taille et présence humaine continue dans l'espace, jusqu'à l'arrivée de la Station spatiale internationale en 1998. Mir a continué à fonctionner sous l'Agence fédérale spatiale russe jusqu'en 2001, soutenue par des vaisseaux Soyouz. Dans la course à la conquête de l'espace, l'armée de l'air des États-Unis a initié le programme Homme dans l'espace bientôt pour envoyer le premier homme dans l'espace. Utilisant un véhicule spatial de rentrée balistique sur un missile Atlas, le programme a choisi 9 pilotes comme candidats. Après la création de la National Aeronautics and Space Administration, le programme est devenu le projet Mercury en 1958, dirigé par l'ingénieur en chef de la NASA, Maxime Faget. Dans ce contexte, il est devenu nécessaire de définir un terme approprié pour décrire les pionniers de l'espace des États-Unis. Bien que l'Union soviétique utilisât déjà cosmonaute pour ses explorateurs de l'espace, les États-Unis cherchaient un terme qui résonnerait avec leur programme spatial et reflèterait leur propre identité et valeurs. Astronaute, dérivé du grec astron, étoile, et nautes, navigateur, a été adopté par la NASA, symbolisant le voyage vers les étoiles. L'équipe d'astronautes a été sélectionnée parmi les pilotes d'essai de la marine, de l'armée de l'air et des marines. La formation et la conception de la capsule ont commencé immédiatement, avec des vols suborbitaux sur le missile Redstone, puis orbitaux sur l'Atlas, commençant par des essais non habités, suivis de vols avec des primates et enfin avec des humains. La capsule spatiale Mercury, une capsule conique avec un bouclier thermique et 3 fusées rétro-réfléchissantes, était suffisamment spacieuse pour un astronaute. Alan Shepard est devenu le premier Américain dans l'espace en 1961 dans le Mercury Redstone 3, suivi de près par Virgil Gus Grissom.
John Glenn a marqué un jalon en devenant le premier Américain à orbiter la Terre en 1962 dans le Mercury Atlas 6. Glenn, acclamé comme un héros national, a reçu la médaille du service distingué de la NASA des mains du président John Fitzgerald Kennedy. Après ces vols pionniers, la NASA a réalisé 3 missions Mercury supplémentaires, étendant les capacités de la capsule jusqu'à 22 orbites. Le projet s'est conclu par la décision de se concentrer sur le développement du projet Gemini, marquant la fin d'une ère et le début d'une autre dans l'histoire de l'exploration spatiale. La course vers la Lune. Avant le vol historique de Yuri Gagarin, le président américain John Fitzgerald Kennedy maintenait un soutien tiède au programme spatial habité de son pays. Jerome Wisner, conseiller scientifique des présidents Dwight Eisenhower et Kennedy et opposant à l'idée d'envoyer des humains dans l'espace, a noté que Kennedy aurait évité un grand programme spatial s'il avait été possible sans nuire au pays. Jusqu'en mars 1961, Kennedy a rejeté un budget proposé par l'administrateur de la NASA, James Edwin Webb, pour atterrir sur la Lune avant 1970, le considérant trop coûteux. La surprise est venue lorsque Kennedy a finalement soutenu la NASA et le programme spatial, malgré ses critiques antérieures sur l'inefficacité de l'administration Eisenhower. Le vol de Gagarine a transformé la perspective de Kennedy, qui a perçu l'humiliation et la peur du public américain face au leadership soviétique. De plus, l'échec de l'invasion de la baie des Cochons a ajouté de l'urgence à sa nécessité d'un accomplissement significatif. En avril 1961, Kennedy a demandé au vice-président Lyndon Baines Johnson d'évaluer le programme spatial des États-Unis, envisageant une station spatiale en orbite terrestre ou un atterrissage lunaire habité. Johnson, après avoir consulté Wernher von Braun, a conclu que les États-Unis pouvaient encore prendre la tête dans un atterrissage lunaire habité. Kennedy a décidé de pousser le programme Apollo et, le 25 mai, a demandé le soutien du Congrès dans un discours de la guerre froide intitulé « Message spécial sur les besoins nationaux urgents ». Il a justifié le programme en termes de sécurité nationale et de sa capacité à focaliser les énergies de la nation dans les domaines scientifiques et sociaux. Il a gagné un soutien populaire avec son célèbre discours « Nous choisissons d'aller sur la Lune » en septembre 1962 à l'université Rice, près du site de construction du nouveau centre spatial Lyndon Baines Johnson. En réponse au défi de Kennedy, Nikita Khrouchtchev a maintenu le silence public, refusant de confirmer ou de nier si l'Union soviétique poursuivait une course lunaire. Secrètement, l'Union soviétique a développé 2 programmes lunaires habités en compétition. Le premier programme soviétique, Zond, s'est concentré sur des missions habitées qui contourneraient de la Lune, utilisant des versions modifiées de la capsule Soyouz pour réaliser des vols orbitaux lunaires sans atterrissage. Parallèlement, le second programme en compétition, et le plus ambitieux, Nuno L-3 visait à réaliser un atterrissage lunaire habité, impliquant le développement du fusée Nuno et une capsule spatiale composée d'un module orbital et d'un module d'atterrissage lunaire. Après la mort de Korolev en 1966, l'Union soviétique a réorienté ses efforts vers le premier vol habité autour de la Lune et un atterrissage lunaire habité prévu pour la fin de 1968, marquant une période de rivalité intense et de développement technologique dans la course à la conquête de l'espace. En janvier 1962, les États-Unis, poussés par le défi d'atterrir sur la Lune, ont lancé le projet Gemini. Ce projet prévoyait une capsule spatiale pour 2 personnes, précurseur de l'Apollo habité par 3, et s'est concentré sur le développement de technologies cruciales pour le vol spatial. Le rendez-vous est l'arrimage dans l'espace, des durées de vol suffisantes pour voyager vers la Lune et revenir, et des activités extravéhiculaires. Pendant ce temps, Sergei Korolev, conscient des avancées significatives de Gemini sur les capsules Mercury et Vostok, travaillait déjà sur la conception de Soyouz, un remplaçant plus avancé pour Vostok. Cependant, Soyouz ne serait pas prêt avant au moins 3 ans, incapable de répondre aux nouveaux défis américains en 1964 ou 1965. Sous la pression politique en 1964, possiblement exercée par Nikita Khrouchtchev ou par d'autres officiels du Parti communiste, Korolev a été forcé de modifier ses Vostok restants pour surpasser les États-Unis dans de nouveaux exploits spatiaux, tels que la taille des équipages et la durée des missions. Du côté soviétique de la course spatiale, Sergei Korolev a transformé les capsules Vostok excédentaires en la capsule Voskhod, permettant ainsi à l'Union soviétique de surpasser le programme Gemini des États-Unis en réalisant le premier vol spatial avec un équipage de plusieurs personnes et la première sortie spatiale. Alors que Gemini était retardé d'1 an, Voskhod en a fait l'histoire avec son équipage de 3 personnes le 12 octobre 1964.
L'Union soviétique a proclamé ce vol comme un exploit technologique, soulignant qu'il s'agissait du premier vol spatial dans un environnement sans combinaison spatiale. Cependant, cette décision n'était pas due à des améliorations de la sécurité, mais à la cabine limitée de la capsule, qui ne permettait pas l'utilisation de combinaisons spatiales, exposant les cosmonautes à des risques significatifs en cas de dépressurisation de la cabine. Le 18 mars 1965, une semaine avant le premier vol habité du projet Gemini, l'Union soviétique a lancé la mission Voskhod 2 avec 2 cosmonautes, Pavel Belyaev et Alexei Leonov. Voskhod 2 comprenait une sas gonflable pour permettre l'activité extravéhiculaire, maintenant la pression de la cabine. Leonov a réalisé la première activité extravéhiculaire, faisant face à des dangers lorsque sa combinaison spatiale s'est dilatée dans le vide, l'obligeant à la dépressuriser partiellement pour réintégrer. Après être retourné dans le vaisseau, lui et Belyaev ont fait face à d'autres défis. Des contrôles atmosphériques défectueux et un atterrissage à 386 km de leur objectif prévu. Léonid Brejnev et d'autres hauts fonctionnaires du Parti communiste ont destitué Nikita Khrouchtchev un jour après l'atterrissage de Voskhod 1, le 16 octobre 1964, dans ce qui a été appelé la conspiration du mercredi. Le nouveau leadership, avec Korolev, a conclu le programme Voskhod problématique, se concentrant sur la conquête lunaire. Voskhod 2 fut le dernier exploit de Korolev avant sa mort en janvier 1966, marquant, selon l'historien Asif Siddiqui, le zénith absolu du programme spatial soviétique, un niveau jamais plus atteint. L'Union soviétique a suspendu ses vols spatiaux habités pendant 2 ans, tout en développant le vaisseau spatial Soyouz, successeur de Voskhod. Dans la décennie de 1960, le génie russe Sergueï Korolev et son équipe ont développé des plans pour des vols spatiaux circumlunaires et des alunissages, marquant un chapitre audacieux dans la course à l'espace. En 1964, le comité central du Parti communiste soviétique a établi 2 programmes secrets et concurrents, le Zonde pour des vols circumlunaires et le Nuno L-13 pour des alunissages. Le programme Zonde, dirigé par Vladimir Shelomet, proposait d'envoyer des cosmonautes dans une version simplifiée du Soyouz Sept-K Luno, propulsé par la fusée Proton UR-5 Sense. Ce design sacrifiait l'espace habitable pour accommoder l'équipement nécessaire, en se passant du module orbital du Soyouz. D'un autre côté, le programme Nuno LTRS ambitieux de Korolev, destiné à l'alunissage, se basait sur un Soyouz 7KL-3 avancé et un module d'alunissage séparé. Bien que la fusée Nuno LTRS soit plus puissante que le Saturne V américain, sa capacité de charge était inférieure car elle n'utilisait pas de carburant à hydrogène liquide. Après la destitution de Nikita Khrouchtchev, les programmes Zonde et Nuno L-13 ont fusionné, témoignant d'une ère d'innovation et de rivalité technique dans la conquête de la Lune. Malgré un retard initial du côté américain, le projet Gemini, déployé entre mars 1965 et novembre 1966, a marqué un tournant dans la course à l'espace. Ce projet américain, avec 10 missions habitées, a tiré avantage de l'avance de 2 ans de l'Union soviétique après Voskhod pour atteindre et surpasser la supériorité spatiale soviétique précédente. Gemini a démontré des capacités révolutionnaires. Chaque mission modifiait son orbite, avec Gemini 5 supportant 8 jours dans l'espace, temps suffisant pour un voyage aller-retour vers la Lune, et Gemini 7, 14 jours. Les accomplissements de Gemini comprenaient la rencontre historique et le stationnement de Gemini 6A avec Gemini 7, des manœuvres d'amarrage avec le véhicule cible Agena dans plusieurs missions, et la perfection de l'activité extravéhiculaire, culminant avec Edwin Buzz Aldrin dans Gemini 12, qui a passé plus de 5 heures en 3 sessions d'activité extravéhiculaire. De plus, Gemini 8 a expérimenté la première avortement de mission dans l'espace. Ce programme a non seulement accumulé une expérience vitale pour les astronautes, mais a également démontré toutes les technologies nécessaires pour l'objectif de Kennedy d'atterrir un homme sur la Lune, à l'exception du développement d'un véhicule de lancement suffisamment grand. Coopération internationale. Depuis 1958, les États-Unis et l'Union soviétique ont entamé des dialogues sur l'utilisation pacifique de l'espace, soulevant des questions devant les Nations Unies. Cela a conduit à la création du Comité sur l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique en 1959. En 1962, le vice-président Lyndon Johnson a révélé que les 2 pays soutenaient une résolution de l'Organisation des Nations Unies pour étendre le droit international à l'espace et encourager la coopération dans son exploration. Cette initiative de collaboration a été par la suite encouragée par le président Kennedy.
Ce dialogue fructueux a abouti au traité sur les principes régissant les activités des États dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et d'autres corps célestes. Signé en 1967 par les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni, ce traité interdit l'armement de destruction massive dans l'espace, limite l'utilisation des corps célestes à des fins pacifiques, déclare que l'exploration spatiale doit être bénéficiaire à tous les pays et établit la non-appropriation nationale des corps célestes. De plus, il responsabilise les États pour les dommages causés par leurs objets spatiaux et exige la surveillance étatique des activités spatiales non gouvernementales. Ce traité historique, un héritage de la coopération pendant la guerre froide, reste en vigueur, signé par 107 pays jusqu'en juillet 2017, consolidant un cadre pour l'exploration spatiale responsable et pacifique. En 1962, suite à la coopération sur le satellite Echo 2, le président John Fitzgerald Kennedy a surpris le monde en proposant à l'Organisation des Nations Unies que les États-Unis et l'Union soviétique unissent leurs efforts pour atteindre la Lune, cherchant à transformer la course à l'espace en une mission de coopération. Nikita Khrouchtchev a initialement rejeté l'offre, mais après l'assassinat de Kennedy, il s'est révélé qu'il était proche d'accepter, motivé par des avantages potentiels et un respect mutuel croissant, bien que la méfiance envers Lyndon Baines Johnson ait empêché la collaboration. Malgré ce revers, certaines coopérations dans l'exploration spatiale robotique ont été réalisées, comme l'analyse combinée des données de Venera 4 et Mariner 5 en 1969. Finalement, la mission Apollo-Soyouz s'est concrétisée, jetant les bases pour de futures collaborations telles que le programme Navette Mir et la Station spatiale internationale. Après la mort de Kennedy, Johnson a poursuivi les programmes Géminis et Apollo, renommant les installations de lancement de Cap Canaveral et Apollo en l'honneur de Kennedy, perpétuant son héritage dans la conquête de l'espace. Le désastre frappe les deux camps. Le 27 janvier 1967, le même jour où les États-Unis et l'Union soviétique ont signé le traité de l'espace extra-atmosphérique, une tragédie a assombri la NASA. Virgil Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, équipage de la première mission habitée d'Apollo, sont décédés dans un incendie dans leur cabine lors d'un test au sol. L'enquête a révélé qu'une étincelle électrique a causé l'incendie, alimentée par une atmosphère de pur oxygène. Les erreurs de conception et de procédure identifiées dans le vaisseau Apollo ont conduit à des changements essentiels, retardant le vol habité de 22 mois. Grissom, vétéran des programmes Mercury et Gemini et favori pour le premier alunissage habité, a laissé un héritage de bravoure et de sacrifice. Le 24 avril 1967, Vladimir Komarov, pilote de Soyouz 1, est devenu la première victime fatale en vol spatial. La mission, un test de 3 jours incluant un amarrage avec le Soyouz 2 inhabité, a rencontré de nombreux problèmes. Komarov a dû faire face à des pannes électriques et un système de contrôle défectueux, parvenant à stabiliser partiellement le vaisseau. La mission a été avortée après un jour, mais lors de la rentrée, un échec du parachute a causé un impact fatal près de Karabutak. L'explosion résultante a causé la mort instantanée de Komarov. Cet événement tragique a entraîné une pause de 18 mois dans les vols habités du programme Soyouz, marquant un moment sombre dans l'histoire de l'exploration spatiale. Dans une période définie par une rivalité spatiale tenace, les États-Unis se sont remis du désastre d'Apollo 1, améliorant le module de commande du bloc 2 et avançant avec des lancements de tests du Saturne V et du module lunaire à la fin de 1967 et début 1968. Le premier test du Saturne V fut un succès retentissant, et bien que le deuxième lancement ait connu des défaillances de moteur, il a obtenu la qualification pour des vols habités. La mission d'Apollo 1 a été complétée par l'équipage de réserve dans Apollo 7 en octobre 1968, démontrant la performance impeccable du vaisseau et ouvrant la voie aux missions lunaires. Parallèlement, l'Union soviétique a résolu les problèmes du Soyouz, lançant la mission habitée Soyouz 3 en octobre 1968. Malgré une approche proche de Soyouz 2, une erreur de pilotage a empêché l'amarrage. Le premier amarrage réussi de vaisseaux spatiaux soviétiques a eu lieu en janvier 1969 avec les missions Soyouz 4 et Soyouz 5, un jalon dans l'histoire de l'exploration spatiale. En 1968, le programme Zond soviétique n'était pas encore prêt pour des missions circumlunaires habitées, subissant 6 lancements de tests échoués. Zond 4 a réalisé un vol circumlunaire mais a été détruit lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. Les difficultés du programme Zond se sont aggravées, et l'Union soviétique n'a pas pu réaliser un vol habité circumlunaire en 1968. Pendant ce temps, la NASA a ajusté son agenda en raison de retard avec le module lunaire.
lançant la mission historique Apollo 8 en décembre 1968 sans le module lunaire. Cette mission, alimentée par des rumeurs d'un possible vol circumlunaire habité soviétique, a emmené Frank Borman, James Lovell et William Anders en orbite autour de la Lune, devenant les premiers à quitter l'orbite terrestre basse et à visiter un autre corps céleste. Leur transmission télévisée depuis l'orbite lunaire, incluant une lecture du livre de la Genèse, est devenue l'un des moments les plus emblématiques de l'exploration spatiale. Apollo 8 est rentré sain et sauf sur Terre, marquant la première aube d'atterrissage et de récupération de la NASA. Au début de 1969, le module lunaire américain était prêt pour un test habité réussi en orbite terrestre basse avec Apollo 9. La mission suivante, Apollo 10, a réalisé une répétition générale pour le premier alunissage en mai 1969, volant le module lunaire près de la surface lunaire, préparant le terrain pour la tentative d'alunissage. Cependant, le programme lunaire soviétique faisait face à de graves problèmes. Après 2 lancements échoués de la fusée N-1 en 1969 et l'explosion de la plateforme de lancement en juillet, les plans soviétiques pour un alunissage habité ont subi des retards critiques. L'incapacité à envoyer une charge suffisamment grande sur la Lune avec le N-1 a marqué un revers significatif dans leurs ambitions lunaires. Dans ce contexte de défis techniques et d'avancées pionnières, la course à l'espace a continué son parcours excitant, avec chaque superpuissance repoussant les limites de la science et de l'ingénierie dans sa quête pour réaliser ce qui semblait autrefois impossible, mettre un homme sur la Lune. L'arrivée sur la Lune, préparée méticuleusement pour atterrir dans la mer de la Tranquillité, l'Apollo 11 a marqué un jalon dans l'histoire de l'humanité. En janvier 1969, l'équipage a été sélectionné, commandant Neil Armstrong, pilote du module de commande Michael Collins et pilote du module lunaire Edwin Aldrin. Après des entraînements intensifs, le 16 juillet 1969, la fusée Saturne V a décollé du centre spatial Kennedy, emmenant ses audacieux astronautes vers leur destination lunaire. Le voyage vers la Lune a duré un peu plus de 3 jours. Après être entrés en orbite lunaire, Armstrong et Aldrin, à bord du module lunaire Eagle, ont entamé leur descente, surmontant des obstacles tels que des alarmes d'un ordinateur surchargé. Le 20 juillet 1969, Armstrong a quitté l'Eagle et est devenu le premier être humain à fouler le sol lunaire, prononçant les mots historiques « C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Aldrin l'a rejoint peu après, passant ensemble près de 2h15 sur la surface lunaire. Cet événement monumental a été suivi en direct par environ 1/5 de la population mondiale. Après la mission, Apollo 11 est retourné sur Terre, atterrissant dans l'océan Pacifique le 24 juillet 1969. La mission a rempli l'engagement de Kennedy d'amener un homme sur la Lune et de le ramener avant la fin de la décennie. Avec le succès de l'Apollo 11, les États-Unis ont pris une avance dans la course lunaire. Armstrong et son équipage ont été accueillis comme des héros mondiaux, célébrés par des défilés et honorés par la médaille présidentielle de la liberté. La réaction en Union soviétique a été variée en raison des informations limitées disponibles. Ce premier alunissage a été suivi par un autre plus précis, avec l'Apollo 12, qui a atterri près du Surveyor 3, marquant un autre succès dans l'exploration lunaire. Après avoir atteint son objectif lunaire, la NASA a été confrontée à une diminution du soutien politique pour son ambitieux programme de vols spatiaux habités. Apollo, victime de son propre succès, avait atteint son but avec suffisamment de vaisseaux et de lanceurs Saturne V pour un total de 10 alunissages, incluant des missions de plus longue durée et des véhicules lunaires dans les 5 derniers lancements. La NASA a également planifié le programme d'application Apollo pour développer un atelier orbital terrestre de longue durée, plus tard connu sous le nom de Skylab, en utilisant une étape supérieure SIVB et des lancements supplémentaires du Saturn IB. En février 1969, le président Richard Nixon a formé un groupe de travail spatial, dirigé par son vice-président Spiro Agnew, pour déterminer l'avenir du programme spatial civil des États-Unis. Agnew plaidait pour des stations spatiales permanentes, une base lunaire et des missions habitées vers Mars pour 1986 ou 2000, soutenues par un système de transport spatial réutilisable, incluant une navette spatiale. Cependant, Nixon, conscient du déclin du soutien politique et cherchant une détente avec l'Union soviétique et la Chine, a limité les fonds uniquement à la navette spatiale et à une éventuelle station spatiale. Les coupes budgétaires ont conduit la National Aeronautics and Space Administration à annuler les missions Apollo 18, 19 et 20. Apollo 13 a avorté son alunissage en avril 1970, mais est retourné sain et sauf sur Terre.
Le programme Apollo a conclu son dernier alunissage en décembre 1972. Les fusées Saturne V non utilisées ont été transformées en expositions exposées aux intempéries. Pendant ce temps, l'Union soviétique a continué avec le développement de sa fusée N-1, l'annulant en mai 1974 après plusieurs échecs de lancement sans réaliser un seul vol d'essai réussi. Après avoir perdu la course à la Lune, l'Union soviétique s'est concentrée sur les stations spatiales orbitales. Entre 1969 et 1970, ils ont lancé 6 missions Soyouz supplémentaires après Soyouz 3, suivies d'une série de 6 stations spatiales réussies dans leur programme Salyut, conçu par Kerim Kerimov et lancé avec la fusée Proton-K. Chaque station pesait entre 18 500 et 19 824 kg, avec une longueur de 20 mètres et un diamètre de 4 mètres, offrant un volume habitable de 99 mètres cubes. Bien qu'elles soient présentées comme des laboratoires scientifiques non militaires, 3 Salyuts étaient des stations de reconnaissance militaire Almaz déguisées. Salyut 1, la première station spatiale, a été lancée le 19 avril 1971. L'équipage de Soyouz 11, après une tentative ratée de Soyouz 10, a réussi à s'amarrer et à compléter un séjour record de 22 jours. Tragiquement, ils sont devenus la deuxième fatalité spatiale en vol en s'asphyxiant pendant la rentrée à cause d'une valve de pression de la cabine défectueuse. D'autre part, les États-Unis ont lancé une seule station spatiale, Skylab, le 14 mai 1973. Pesant 77 090 kg et offrant un volume habitable de 280 mètres cubes, Skylab a subi des dommages pendant son ascension, mais a été réparé par des missions habitées ultérieures. L'équipage de Skylab 4 a établi un record de permanence en orbite de 84 jours. Les stations Salyut 4, 6 et 7 ont surpassé les records de Skylab, avec Salyut 4 atteignant 92 jours d'occupation et les Salyut de deuxième génération étant habités pendant 683 et 816 jours respectivement, établissant de nouveaux standards dans la durée des missions spatiales. En mai 1972, le président américain Richard Nixon et le premier ministre soviétique Leonid Brejnev ont inauguré une ère de détente, adoucissant les relations en pleine guerre froide. Ils ont planifié la mission conjointe historique Apollo-Soyouz, qui nécessitait un module d'amarrage conçu par les États-Unis compatible avec le système soviétique. Ce module, essentiel comme sas d'air, permettait les visites entre navires avec des atmosphères incompatibles. En juillet 1975, l'amarrage réussi entre Soyouz 19 et Apollo a marqué un moment emblématique de coopération avec des expériences conjointes et un échange symbolique de cadeaux et de visites entre les deux équipages. L'ère des navettes spatiales et l'héritage de la course à l'espace. En août 1977, la National Aeronautics and Space Administration a marqué un jalon avec le premier test d'approche et d'atterrissage de sa navette spatiale sur un Boeing 747, suivi par le premier vol orbital habité en avril 1981. Cependant, ils ont sous-estimé le temps et le coût de la reconstruction entre les vols, réduisant l'avantage économique de leur réutilisation. La sécurité a également été surestimée, perdant 2 des 5 navettes dans des accidents fatals, l'une lors du lancement et l'autre en rentrant dans l'atmosphère. Après le premier désastre, l'Air Force a opté pour des lanceurs jetables, conduisant la National Aeronautics and Space Administration à retirer la navette en 2011, après 135 missions en 30 ans, face aux 150 attendues initialement. L'Union soviétique, interprétant la navette spatiale comme un véhicule de surveillance militaire, a initié son propre programme Buran en 1974. Bien qu'elle ait répliqué le design aérodynamique de la navette de la National Aeronautics and Space Administration, Buran possédait des capacités uniques comme des vols non habités et des atterrissages automatiques. Elle a réalisé seulement un vol orbital en 1904-28 avant d'être annulée en 1904-21 à cause de la dissolution de l'Union soviétique et du manque de fonds, ainsi que son lanceur Energia, après seulement 2 vols. Son développement a représenté le programme le plus coûteux et le plus ambitieux de la course à l'espace soviétique. Le politologue américain Richard Samuels et d'autres, 2015, considèrent la course à l'espace comme une victoire décisive des États-Unis après Apollo 11. Cependant, la professeure Jennifer Frost de l'Université d'Auckland souligne les réalisations soviétiques. Premier satellite, Sputnik 1, 1957, premier alunissage, Luna 2, 1959, premier homme et femme dans l'espace, Yuri Gagarin, 1961, Valentina Tereshkova,
1963, et première sortie spatiale, Alexei Leonov, 1965, arguant que l'Union soviétique a gagné en termes de capacité spatiale. Par la suite, les actifs du programme spatial de l'Union soviétique sont principalement passés à la Russie. Et depuis, les États-Unis et la Russie ont collaboré dans des programmes tels que Shuttle Mir et la Station spatiale internationale. Les Russes continuent d'utiliser leur famille de fusées R-7 pour lancer des vaisseaux Soyouz habités et des cargos automatiques progressent vers la Station spatiale internationale. Après avoir retiré la navette spatiale en 2011, les États-Unis ont dépendu du R-7 Soyouz pour atteindre la Station spatiale internationale jusqu'au premier vol du vaisseau Crew Dragon des États-Unis en 2020. Maintenant que nous avons voyagé ensemble à travers l'histoire fascinante et parfois sombre de la course à l'espace, je souhaite connaître votre opinion. Pensez-vous que les réalisations dans l'exploration spatiale justifient les risques et les sacrifices, tant humains qu'éthiques, qui ont été faits en cours de route? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Votre point de vue est une partie cruciale de cette discussion. Chaque commentaire aide à ce que plus de personnes se joignent à notre conversation, et ensemble, nous pouvons découvrir plus sur cette ère incroyable de l'histoire humaine. Alors, s'il vous plaît, partagez vos pensées ci-dessous. Connaissez-vous les expériences sinistres de la guerre froide? Découvrez les atrocités secrètes de la CIA en cliquant sur oui.